Toujours avec notre grand format de la semaine. On vient de fêter les 70 ans de la libération des camps nazis. Un livre écrit par un Picard en hommage à son père raconte l'une des histoires les plus insolites de cette période, celle d'un film clandestin tourné dans un camp en Autriche par des officiers français prisonniers. Plus qu'un film, il s'agit d'un témoignage et d'un acte de résistance véritable. Regardez. Sous le manteau est avant tout un témoignage unique. Un témoignage laissé par le seul film tourné dans un camp d'internement pendant la dernière guerre, mais tourné par les prisonniers eux-mêmes à l'insu de leurs gardiens. Jean-Claude Leroux est conférencier. Son père a participé à cette extraordinaire aventure. De juillet 1940 à mai 1945, plus de 4000 officiers français furent tenus en captivité par les Allemands à l'Oflag 17A en Autriche. À environ 100 km au nord-ouest de Vienne, près du petit village d'Edelbach. En août 1940, Alfred Leroux a 29 ans lorsqu'il franchit les grilles de ce camp de prisonniers réservé aux officiers français. Lieutenant de réserve originaire de Saint-Léger-les-Deux-Mares dans la Somme, il est capturé aux environs de Montmédy en Lorraine après les combats intenses de la ligne Maginot. Commencent alors pour lui et ses compagnons d'infortune 5 années de captivité. D'abord, ils ont énormément souffert de la faim, l'insuffisance de nourriture. Et plus la captivité s'est prolongée, plus la faim était vraiment présente. Et puis, la présence de 400 gardiens allemands, omniprésents, miradors, baïonnettes au canon, et puis le fait d'être dans les barbelés. 3 couches de barbelés qui leur rappelaient tous les jours qu'ils étaient en captivité. Contrairement aux simples soldats affectés dans les fermes et les usines, les officiers, eux, ne pouvaient pas sortir des camps où ils étaient enfermés. Très vite, pour échapper à l'abattement, un projet très risqué germe dans l'esprit d'une cinquantaine de ces hommes condamnés à tourner en rond sans grand espoir d'avenir. Leur ambition est simple, tourner un film sur la vie quotidienne sans éveiller l'attention de leur geôlier. C'est résister sans les armes, sans violence, mais montrer qu'on est là et qu'on est capable de braver en fait les interdits, de façon à enquiquiner également les services allemands, puisque plus des choses interdites pouvaient se passer, plus les rumeurs pouvaient parvenir aux oreilles des gardiens allemands, plus les Allemands conservaient un effectif important de gardiens, ce qui les empêchait de venir étoffer les effectifs des troupes au combat. Un appareil photographique a déjà échappé à toutes les perquisitions des gardiens. Mais comment faire parvenir une caméra? Grâce à une correspondance codée avec les familles restées en France, l'entreprise va pouvoir petit à petit être menée à bien. À chaque arrivée des colis, c'est le même rituel. Étroitement surveillée par les Allemands, la charrette vient se ranger sous une des fenêtres de la salle de contrôle où les postiers français vont la décharger. À l'intérieur, les censeurs allemands attendent la fin de la manutention pour procéder au dépouillement. À l'extérieur, le sportif attend, lui aussi. Un Allemand surveille. Il s'agit de détourner son attention. Le bricoleur va s'en charger. Le gobe-mouche regarde. Et le paquet compromettant, dont l'étiquette marquée d'un signe conventionnel signalait le caractère clandestin, échappe à la censure. Pour garder toujours un coup d'avance sur l'ennemi, il faut faire preuve d'ingéniosité. La charcuterie française va apporter une aide inattendue à l'ambitieuse initiative. Parce qu'en fait, le service de guet faisait des observations et avait relevé que, à la réception des colis de nourriture, systématiquement, les censeurs allemands fouillaient les saucissons et les mortadelles en les coupant en leur milieu. Donc très vite, le message est passé que les pellicules pour photo étaient lovées dans les extrémités des saucissons, et quant aux bobines de film qui étaient d'un diamètre beaucoup plus important, elles étaient lovées dans les extrémités des mortadelles. Une fois dans le camp, les films sont stockés dans des caches creusées dans des pieds de tabouret. Après chaque prise de vue, ils rejoignent une autre destination. Quant aux bobines de film impressionnées, soigneusement scellées dans des boîtes de métal, elles étaient encastrées dans des semelles de galoches. Travail de précision, car la boîte ne devait pas jouer dans son logement. Ensuite, les évidements étaient fermés par de petits couvercles taillés dans le même bois que les semelles.
Chaque semelle contenait 2 bobines, l'une au talon, l'autre à la plante du pied. Les tiges étaient alors montées et les joints devenaient invisibles quand la galoche avait été consciencieusement traînée dans la poussière et dans la boue. La caméra Kodak 8 mm est-elle dissimulée dans un faux dictionnaire? Équipée d'un viseur spécialement aménagé, elle est actionnée à l'extérieur par un opérateur recouvert d'une pèlerine. Donc voilà la fameuse pèlerine sous laquelle le film Sous le manteau a pu être réalisé. Concrètement, comment se déroulaient les prises de vue? Alors voilà, l'opérateur passait son bras, ouvrait la pèlerine et laissait apparaître le faux dictionnaire dans lequel était camouflée la caméra. Les Allemands n'ont rien remarqué. Non, parce qu'il y avait le service de guet qui était composé de 16 guetteurs qui étaient répartis à tous les emplacements clés du camp et donnaient l'alerte dès qu'un Allemand pouvait éventuellement avoir un soupçon. C'est précisément Alfred Leroux, le chef du service de guet. C'est donc comme tel qu'il apparaît au générique du film. Et pour tenir ce poste essentiel, il est indispensable de connaître la musique. Oui, les guetteurs utilisaient des instruments de musique et notamment le pipeau, de façon à alerter à distance. Voilà, donc ils avaient un code musical, par exemple, ils jouaient ce morceau. Et dès qu'on entendait cet air, effectivement, en 5 secondes, tout devait disparaître. S'évader, un rêve et une obsession pour tous ses captifs. Si le cinéma libère l'imagination, en parallèle, on tente de fuir cet univers carcéral en creusant inlassablement des galeries souterraines. Nous avons calculé qu'il y a eu une tentative d'évasion par jour, pendant 5 ans. Et la plupart des évasions, c'était en petit comité, 2, 3 prisonniers qui se mettaient d'accord pour préparer leur évasion. Mais il y a eu également la plus grande évasion de la Deuxième Guerre mondiale, 132 évadés en 2 nuits consécutives. C'est ce qui a donné l'idée du film La Grande Évasion? Oui, parce qu'après-guerre, en fait, les futurs réalisateurs australiens et britanniques de La Grande Évasion ont eu l'occasion de regarder une projection du film Sous le manteau et se sont largement inspirés de cette histoire pour venir étayer, renforcer leur scénario. Le Flak 17A n'est libéré qu'en avril 1945. Les 17 bobines rejoignent enfin un laboratoire pour y être développées. Les premières projections ont lieu dès la fin de cette même année. Un an plus tard, une bande-son et un commentaire sont ajoutés. D'une durée de 45 minutes, l'exploitation en salle débute en tant que documentaire projeté avant le grand film de fiction de la soirée. Après plusieurs années consacrées à la collecte de documents, Jean-Claude Leroux honore par un livre très documenté et passionnant la mémoire de tous ces hommes restés anonymes et oubliés par la grande histoire. C'est un très bel hommage, au bout de 30 ans de recherche, que je devais non seulement à mon père, mais à tous les prisonniers de guerre de la Deuxième Guerre mondiale.